professeur de santé publique à l'ISPED et neurologue au CHU de Bordeaux. J'ai le privilège d'être chercheur dans le vieillissement, ce qui est un privilège puisqu'en fait, dans le vieillissement, plus on est vieux, plus on est expert. Indiscutablement, ce n'est pas le cas de notre domaine de la médecine. Donc il faut en profiter. Alors, la session que nous avons aujourd'hui, vous le verrez sur votre programme, a le titre 1 en anglais, vous allez voir en anglais, Public Health in an Aging World, c'est-à-dire en gros, santé publique dans un monde vieillissant, et en français, santé publique pour bien vieillir. Ce n'est pas la traduction de l'anglais. Mais vous avez compris que, en France, notre tradition, quand on a un problème qu'on ne sait pas résoudre, c'est de l'éviter. Tout simplement. Donc on ne va pas aborder directement le problème, on va essayer de l'éviter en parlant finalement du bien vieillir, du vieillissement, c'est une vision positive de la chose, et on ne parlera pas de ce monde vieillissant dans lequel nous sommes. Et le problème, c'est qu'on risque d'être rattrapé par ça dans le futur, comme on l'a été en 2003 avec la canicule. Ce qui fait que je pense que les gens qui vont intervenir cet après-midi vont illustrer cela en s'attaquant beaucoup plus aux problèmes réels du vieillissement, au successful aging, c'est-à-dire le vieillissement réussi, qui est finalement, qui n'est pas tout à fait quand même l'inverse du vieillissement rapide. Donc, je vais donner la parole d'abord à Cécile Proust. Donc Cécile Proust est chercheuse en biostatistique ici à l'ISPED. Je travaille avec les biostatistiques depuis fort longtemps. Pourquoi? Eh bien parce que le vieillissement est un problème tellement compliqué que les statistiques simples ne nous permettaient pas de répondre aux questions. Et je pense que tu vas illustrer, Cécile, ces résultats par ta présentation. Et tu vas donc nous parler de vieillissement cognitif qu'apporte la biostatistique à la compréhension. Bonjour à tous, merci Jean-François. Et effectivement, ça fait un petit moment qu'on travaille ensemble maintenant, depuis mon arrivée pour faire mon DEA ici en 2002. Donc, j'ai la tâche un petit peu ardue de vous parler de biostatistique et de vieillissement cognitif. Pourquoi ardue? Parce que d'une part, c'est très large. D'autre part, comme il fallait une présentation plutôt tout public, faire de la biostatistique sans équation, c'est pas facile, mais j'ai essayé. Et voilà, donc on va parler pendant quelques minutes donc, de biostatistique. Donc pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé dans l'équipe au vieillissement cognitif? Tout simplement parce qu'il y a un pôle extrêmement fort de recherche en épidémiologie de la maladie d'Alzheimer à Bordeaux et que tout ce pan de la recherche a fait qu'il y a eu le montage de cohortes, de très belles cohortes, des cohortes qui étaient en population, par exemple d'abord PACWID à la fin des années 80, 3C fin des années 90 et puis ensuite AMI. Et puis plus récemment aussi à une cohorte qui est plutôt clinique, donc sur des personnes qui avaient des plaintes mnésiques avec donc la cohorte Memento. Ces cohortes, en fait, elles ont un ensemble de données extrêmement riches et un suivi au cours du temps qui est plus ou moins long suivant la cohorte, mais dans tous les cas qui reste très riche dans les données qui sont disponibles. Et pour étudier la maladie d'Alzheimer dans ces cohortes, un des points centraux a été le changement cognitif au cours du temps. Pourquoi le changement cognitif au cours du temps? Parce qu'en fait, il va capturer la dynamique de la maladie de manière plus fine que les temps d'événements qu'on connaît, qui sont le temps jusqu'au diagnostic de démence ou bien le décès.
Et ce changement cognitif au cours du temps, on va l'étudier avec plusieurs objectifs en tête. Alors, un premier objectif, ça va être d'évaluer des facteurs de risque, des facteurs de modulation du déclin cognitif, ou bien de décrire plus généralement l'histoire naturelle de la maladie et sa progression, et puis même de manière encore plus générale, en fait, pas que de la maladie, mais du vieillissement en général, bien vieillir ou pas, mais le vieillissement. Et puis, un dernier aspect va potentiellement être, alors pas pour tout de suite parce qu'on n'a pas des médicaments, mais quoique, ça peut quand même être intéressant de prédire le risque de progression, le risque d'Alzheimer en particulier. Alors quand on dit tout ça, finalement on se dit bon, c'est facile, il y a des méthodes statistiques assez établies pour le faire. Le changement cognitif au cours du temps, c'est juste un marqueur longitudinal, bon faisons-le. En fait, pas vraiment, non. C'est beaucoup plus compliqué que ça, il y a pas mal de problèmes statistiques comme l'évoquait Jean-François qui apparaissent dès lors qu'on veut s'intéresser au vieillissement cognitif. Et le premier, c'est que c'est un processus dynamique, c'est-à-dire qu'il va évoluer dans le temps. Et encore, ça, finalement, ce n'est pas trop un problème pour nous parce qu'il y a des méthodes stats qui sont bien établies pour ça, c'est la théorie des modèles linéaires mixtes. Non, ce qui va être plus compliqué, ça va être de se dire, mais qu'est-ce que c'est que le déclin cognitif, qu'est-ce que c'est que la cognition ? La cognition, ce n'est pas comme dans le VIH, on ne va pas mesurer la charge virale avec un test sanguin, on ne va pas mesurer les CD4, non. La cognition, c'est un peu plus abstrait. Pourtant, c'est quelque chose qui existe en temps continu, on a tous une cognition, voire peut-être plusieurs types de cognition, et c'est donc un trait latent. Et ce qu'on va obtenir, nous, dans nos cohortes, ça va être des mesures qui vont être bruitées, plein de mesures bruitées de cette cognition ou même des fonctions cognitives. Et ce sont les tests psychométriques. Et donc, il va falloir qu'on traite cet aspect-là un peu complexe de qu'est-ce que la cognition et comment est-ce qu'on peut lier ça à nos observations dans les cohortes. Et puis, à partir de là, il y a aussi d'autres problèmes qui se greffent, donc notamment le fait que dès qu'on parle de vieillissement, on va parler de populations qui sont hétérogènes, notamment avec le fait qu'on va avoir des populations des sujets qui vont avoir un vieillissement plutôt normal et d'autres un vieillissement plutôt pathologique, menant potentiellement à la démence. Et puis, comme on est dans une population âgée, on a aussi l'association avec des événements, alors la démence, bien sûr, mais aussi, il y a une troncature par le décès. Et donc, ces événements-là, ils sont informatifs, il faut les prendre en compte si on veut avoir des estimations qui sont correctes de notre déclin cognitif et des associations. Et puis, j'en passe et des meilleurs, il y a plein d'autres problèmes, et moi, je vais pas vous en parler aujourd'hui, d'autres personnes seraient beaucoup plus à même de le faire, notamment la censure par intervalle, entre autres. Donc, tout ça, c'est pour cette raison-là, en fait, que les biostatisticiens ont essayé d'aider et ont essayé de travailler sur le vieillissement cognitif, en particulier à Bordeaux. Et donc, on va commencer par voir justement cette histoire de cognition, comment est-ce qu'on va pouvoir le mesurer. Et pour ça, on va se dire qu'en fait, la cognition, on va le définir comme, donc c'est un trait latent qui évolue au cours du temps, donc on va appeler ça en statistique un processus latent. C'est une variable en fait, latente non observée, donc qui évolue au cours du temps. Et l'idée, c'est de se dire qu'en fait, cette cognition au cours du temps, a généré toutes nos observations qui sont nos tests psychométriques pris aux différentes visites de notre cohorte. Et on va donc essayer de traduire ça par un modèle. Alors, comment on fait ? Pour ça, on va séparer le modèle en deux. On va s'intéresser d'abord à un modèle qu'on appelle un modèle structurel, qui va permettre d'expliquer l'évolution cognitive, vraiment ce qui nous intéresse, l'évolution cognitive en fonction de variables explicatives, en fonction du temps, tout ce qu'on veut. Et ça, on va le faire par la théorie des modèles linéaires mixtes, puisqu'on sait si bien le faire. Et puis ensuite, cette cognition, quand même, comme je vous ai dit, elle est latente, on ne la connaît pas, donc il faut qu'on la lie à nos tests psychométriques. Et c'est là que ça se gâte. Pourquoi ? Parce que simplement, le plus intuitif, la manière la plus intuitive, c'est de dire, c'est facile, on va faire un lien linéaire. Les tests cognitifs, on va dire que ce sont tous finalement, ils ont une relation linéaire avec notre cognition. C'est-à-dire que si on les standardise, on va obtenir un niveau cognitif commun. En fait, on a montré que ça ne marchait pas du tout et que ça allait induire des estimations biaisées de nos paramètres de régression. Et ces paramètres de régression, c'est les effets des facteurs de risque. Donc, c'est ce qui nous intéresse. Donc, ça ne va pas. Donc, la solution, ça a été de rendre ça un peu plus flexible et d'utiliser non pas des relations linéaires, mais des relations non linéaires qu'on va paramétrer. Et ces paramètres, on va les estimer. Donc, ça nous donne des fonctions de lien non linéaires qui vont s'adapter à la nature de chacun des tests psychométriques.
Alors qu'est-ce que ça va permettre de faire? Ça va permettre de prendre en compte les propriétés spécifiques de ces tests psychométriques, qui sont souvent des propriétés métrologiques assez limitées. Et puis ça va avoir un autre intérêt, c'est qu'en fait on va être en mesure de distinguer l'effet de variables explicatives sur notre niveau cognitif de l'effet de ces variables explicatives sur potentiellement les tests mêmes, avec l'idée qu'il y a certaines variables explicatives qui vont induire un fonctionnement différent du test. Et ça, pour l'illustrer, on a étudié le niveau d'éducation, on a regardé le niveau d'éducation en considérant 4 tests. Un test de fonctionnement global, de fluence verbale, de mémoire visuelle et de fonction exécutive. Et si on regarde les trajectoires en fonction de l'âge par ce modèle-là, de leurs facteurs communs, donc de ce processus latent, on retrouve que les sujets avec un haut niveau d'éducation ont un niveau cognitif plus élevé, largement plus élevé, mais finalement le déclin cognitif a l'air d'être un tout petit peu plus accéléré chez les hauts niveaux d'études, mais finalement pas, le signal n'est pas hyper clair, bien qu'on ait plus de 3000 sujets, c'était sur des données de la cohorte PACWID. Et en fait, pourquoi? Bien, tout simplement parce que l'effet du niveau d'étude ne va pas être le même sur les tests psychométriques eux-mêmes. Ici, on a le fonctionnement cognitif global, le VRT, c'est de la mémoire visuelle, et on voit en fait que sur ces 2 tests-là, on n'a rien du tout. Le niveau d'étude ne va pas du tout avoir un impact sur le déclin cognitif. Alors que sur ces tests-là, de la fluence verbale et des fonctions exécutives, on a effectivement une accélération plus importante chez les hauts niveaux d'études par rapport aux bas niveaux d'études. Et on a interprété ça comme étant quoi? En fait, ces deux tests-là, ils ont une composante vitesse. Et donc, c'est un ralentissement plus important des sujets qui avaient un haut niveau d'études par rapport à ceux qui avaient un bas niveau d'études. Alors ça, c'est un type d'analyse qu'on peut faire grâce à ces méthodes-là, mais autre chose qui nous a paru vachement intéressant ces derniers temps, c'est d'essayer de comprendre en fait la succession des atteintes cognitives grâce au test de Grover et Bush, qui est un test de mémoire épisodique, et la mémoire épisodique, c'est central dans la maladie d'Alzheimer. Le test de Grover et Bush, en fait, il a pas mal de scores, il a 6 scores, 6 scores à l'intérieur. Et ah oui, pour vous dire, l'idée c'est de rappeler des mots dans une liste, d'être en mesure de rappeler des mots dans une liste. Et ici, en fait, je vous ai présenté les fonctions de lien qui vont lier chacun des scores ici de ce test de Grover c'est la dégradation des scores, donc plus on est haut, plus le score est dégradé, avec la dégradation du continuum cognitif, c'est-à-dire du processus latent, donc plus on est à droite, plus on est dégradé aussi. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que les premières atteintes, c'est ces deux sous-scores-là qui sont en fait des scores qui vont mesurer la récupération de l'information. Et puis après, on voit qu'il y a un deuxième type d'atteinte qui arrive ultérieurement. Ce deuxième type d'atteinte, en fait, c'est en bleu, ce sont plutôt des atteintes de stockage, c'est-à-dire on n'arrive plus à stocker les informations. Et enfin, on a le dernier type de relation qui va être, le dernier type de score qui va être atteint, qui va être en fait un problème d'encodage de l'information. Alors ça, en fait, on va pouvoir essayer de projeter comment se passe, où est-ce qu'on en est des stades de démence par rapport à ces atteintes-là. Et pour ce faire, on a utilisé le MMSE avec différents seuils qui permettent en fait plus ou moins de dire que ici, on est plutôt en phase prodromale de démence, ici en léger, modéré et sévère. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que ce problème de récupération va être en amont finalement de la maladie d'Alzheimer, alors que le problème de stockage va vraiment être quasiment arriver chez des sujets qui seront en maladie d'Alzheimer légère et avec le problème d'encodage qui intervient plus tard. Et si on va plus loin et qu'on projette aussi d'autres tests psychométriques qui vont mesurer d'autres fonctions cognitives, eh bien en vert, vous avez ici ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Et en fait, ces fonctions exécutives, elles vont être atteintes avant les scores de récupération du test de Grover et Bush. Pareil pour la fluence verbale qui même, elle, intervient tout au long du continuum et la mémoire visuelle qui, elle, est ici et qui intervient un peu après, mais aussi pendant assez longtemps. Donc voilà le genre de choses qu'on peut faire pour étudier, pour essayer de traiter le problème de tous ces tests psychométriques et de leur lien avec la cognition. Donc là, on a des méthodes qui nous permettent de décrire le changement cognitif au cours du temps. Mais il n'y a pas que ça comme problème.
Il y a aussi, comme je l'évoquais, le problème qu'on a des populations qui sont hétérogènes. Et alors l'hétérogénéité en statistique, on va pouvoir la prendre en compte par ce qu'on appelle des classes latentes, c'est-à-dire de dire qu'on a des groupes de sujets qu'on ne connaît pas, et on va dire que ces groupes de sujets sont caractérisés par des évolutions différentes. Et ces évolutions différentes, elles vont nous permettre de faire remonter la structure en groupe. Alors dans le vieillissement cognitif, cette hétérogénéité-là, nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi de la mettre en évidence avec la survenue de démence pour lier l'évolution cognitive à la survenue de démence et potentiellement de décès. Et bien ces classes latentes-là, qui partagent la population en groupe, va permettre de le faire parce qu'on va pouvoir scinder notre population en groupes homogènes vis-à-vis de l'évolution cognitive, mais aussi homogènes en termes de risque d'événements. Et ces événements-là, ils sont multiples, démence et décès. Donc on a utilisé différentes options pour traiter ça d'un point de vue statistique. D'abord, ce qu'on appelle les risques compétitifs. Donc s'intéresser au premier événement entre la démence et le décès avant la démence. Et puis dans un deuxième temps, par un modèle beaucoup plus joli, spécialité aussi de l'équipe de biostatistique ici, qui est le modèle multi-état qui permet de traiter toutes les transitions qui vont de l'état sain, malade à décès. Alors, je vais vous illustrer le modèle avec l'approche à risque compétitif, avec ici, pour la cognition, en fait, un intérêt dans la mémoire sémantique. C'est une autre fonction cognitive qui est aussi très intéressante pour la maladie d'Alzheimer parce qu'elle est atteinte assez tôt dans le processus. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lié deux tests de mémoire sémantique à la survenue de démence. Et voilà les 4 profils qu'on a observés. Et en haut, vous avez les 2 tests cognitifs qui mesurent la mémoire sémantique en fonction de l'âge et les 4 groupes de trajectoire. En bas, vous avez les incidences cumulées de démence et de décès avant la démence. Alors, je ne vais pas vous décrire en détail tout ça, mais pour vous montrer que finalement, à 65 ans, toutes ces courbes sont à peu près au même niveau, avec 4 groupes, un groupe très important en violet, 50% de la population, qui va être associé à une incidence de démence accrue après 80-85 ans, et un décès, un risque de décéder plutôt vers 75-80 ans. Et puis, on observe des courbes avec un déclin plus important associé à des risques de démence plus grands et même de décès très précoces dans cette cohorte-là. Et enfin, une courbe en noir que j'ai gardée pour la fin parce que celle-ci, elle est vachement intéressante. Ces gens-là, ils vont très bien, ils ne déclinent pas en mémoire sémantique et puis ils n'ont pas de démence et puis en fait, ils décèdent très vieux. Et ça correspond quand même à 12% de la population, donc ce n'est pas négligeable. Alors cette approche-là, elle permet de décrire donc comme ça le vieillissement cognitif, la mémoire sémantique ici, mais elle n'a pas que cet objectif-là. En fait, ces méthodes-là, parce qu'elles prennent en compte à la fois une évolution et un risque d'événement, on va pouvoir utiliser cette information pour prédire cet événement-là. Et on va pouvoir faire de la prédiction dynamique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec les estimations qu'on a obtenues et un sujet qui, par exemple, a ces données-là pour ces 2 tests psychométriques et qui est encore vivant et sans démence à 80 ans, on est en mesure de prédire son risque de démence et de décès, qui est à 13% à un horizon de 5 ans, c'est-à-dire à 85 ans, 25% de décès, de risque de la probable décédé à 85 ans. Et puis, en fait, à partir du moment où cette personne va encore être à nouveau suivie, elle va récupérer d'autres informations et on va pouvoir mettre à jour cette probabilité-là. Alors, je vous ai parlé cognition, mais pour moi, le vieillissement, il n'y a pas que la cognition. C'est une de plein de composantes du vieillissement. Et ces composantes-là, dans la maladie d'Alzheimer, il y en a plein qui ont été mis en évidence. Je vais accélérer parce que j'ai vu que Jean-François était là. Et notamment avec des biomarqueurs, l'atrophie du cerveau, le déclin fonctionnel, etc. Ces approches-là, elles peuvent être utilisées pour n'importe laquelle de ces dimensions, prises séparément. Et c'est ce qu'on a fait en vieillissement avec le déclin fonctionnel avec Arlette. Mais en fait, ce qui serait intéressant, c'est de les modéliser ensemble, ces dimensions, parce que c'est ça qui nous permettrait d'avoir une idée plus globale de la maladie. Et pour ça, en fait, il suffit de dupliquer l'approche que l'on propose pour chacun des domaines. Donc, par exemple, la cognition, la fonction, l'atrophie cérébrale. Et puis, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de lier à la démence.
Mais c'est tellement compliqué d'un point de vue mathématique qu'en fait, on ne peut pas prendre la même approche que d'habitude. Et donc, l'approche que j'ai décidé de prendre pour ça, ben, c'est de revenir à ce qu'était la démence. Pour moi, en tout cas, j'ai l'impression que le diagnostic de démence intervient quand, en fait, il y a une dégradation pathologique qui a atteint un certain stade, qui a tellement dégradé qu'on diagnostique dément. Et c'est cette approche-là de processus de dégradation qu'on a prise en disant que ce processus de dégradation prenait en compte le côté multifactoriel de la démence comme étant en fait composé de ces différents domaines. Et puis de cette manière-là, on peut aussi prendre en compte le décès avec la même stratégie mathématique. Et mathématiquement, ça en plus, ça a des astuces qui permettent de l'estimer plus facilement. Ok, mais ça, c'est pas très satisfaisant non plus parce que finalement, on décrit l'association avec le déclin, avec la dégradation vers la démence, mais pas le lien vraiment entre tous ces domaines. On met des corrélations, mais les corrélations, c'est extrêmement descriptif. Nous, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir comprendre comment l'atrophie cérébrale va jouer sur la cognition et la fonction. Mais pour ça, on a développé avec Bachirou, qui est en thèse actuellement, une approche qui va permettre de prendre en compte ces différents modèles, par exemple pour l'anatomie, la fonction et la cognition, et faire des relations temporelles directionnelles entre les processus latents. Et ça, en fait, on le fait en disant que cette flèche-là correspond à l'effet, par exemple, du niveau courant de notre atrophie cérébrale. Sur quoi? Sur le changement à venir de la fonction. Et de cette manière-là, on capte l'effet temporel. Donc en conclusion, actuellement, en fait, on traite bien la cognition, on a des méthodes qui marchent pour ça, mais finalement, notre challenge actuel, c'est plutôt de prendre en compte cet aspect multidimensionnel. Et pour ça, on a besoin de nouvelles approches statistiques qui vont traiter le côté longitudinal multivarié, avec le côté lien entre toutes ces dimensions-là, pour comprendre les mécanismes sous-jacents à la maladie et pouvoir avoir une perspective un peu de causalité là-dedans, prédire la progression de la maladie, et puis aussi, à terme, pouvoir utiliser ces données longitudinales multivariées, non pas que pour des marqueurs de déclin, mais aussi pour des expositions qui vont être dépendantes du temps, soit concomitantes, soit plus antérieures, par exemple à midlife. Et puis tout ça, bien sûr, puisqu'il faut l'estimer sur des grosses cohortes, et c'est un problème majeur, il faut qu'on fasse des programmes qui sont très efficients, très rapides. Et ça, c'est vraiment compliqué pour nous. Donc en conclusion, c'est qu'il y a encore pas mal de travail à faire. Merci.